À force de parler à des gens comme vous qui sont intéressés par la littérature et l'écriture, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur ce qu'est la littérature. Et ces idées reçues génèrent un certain nombre euh, de préjugés, de contraintes en fait, qui sont souvent inutiles, parce qu'à leur tour, ces contraintes génèrent des blocages. Et en fait, ces idées reçues sont souvent des relations fortuites qui sont transformées en habitudes et que tout un chacun prend pour des corrélations. Par exemple, est-ce que la littérature est tributaire de l'objet livre? On pourrait penser que oui. Or, dans l'histoire globale de la littérature, ça n'a pas toujours été le cas, et même, par exemple, Madame de Sévigné, quand elle écrivait à sa fille, ne pensait pas à la forme assez figée, assez statique du livre voilà, pour écrire. Et d'autres exemples de corrélation, voilà, il y en a nombreux. Par exemple, moi je me rends compte en discutant avec des personnes peut-être un peu timides ou un peu stressées par l'image un peu glorieuse de la littérature, ces personnes ont des idées reçues sur les thèmes soi-disant littéraires, poétiques, qu'on peut aborder par l'écrit, alors qu'il n'y a aucun thème par essence poétique, littéraire. Et justement, l'artiste est celui qui s'arrête là où le commun des mortels passe. Et par exemple, Van Gogh fait une peinture sur des souliers complètement usés et personne ne s'arrête devant, sauf lui. Et en s'arrêtant devant, il donne le point de vue juste qui permet de sublimer le quotidien pour lui donner une forme. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de se défaire de toutes ces idées reçues pour avancer dans l'écriture et dans la maturation de sa propre sensibilité littéraire. Donc il faut savoir avant tout ce qu'est la littérature, ce qu'est pour vous la littérature. Ça aura son importance dans la suite de ma présentation. Et par exemple, moi, je sais très bien ce que c'est la littérature, même si ce n'est pas une définition partagée par tout le monde, et tant mieux, ça n'a pas valeur universelle. Et pour moi, est littéraire toute chose qui est bien écrite. Donc c'est une définition très restrictive, et selon cette définition, il y a très peu de livres publiés en France qui peuvent se targuer d'être littéraires. Et il faut savoir ce que vous mettez derrière ce mot littérature, cette expression bien écrite, pour pouvoir jauger votre écriture, votre propre production littéraire, et à l'aune de ce critère-là, savoir si vous êtes dans la bonne direction ou la mauvaise. Et donc vous devez cette rigueur de définition, de clarté de ce que vous allez faire pour bien le faire. Et donc, une bonne manière de définir la littérature, c'est de lui assigner un but ou une esthétique. C'est de se demander qu'est-ce que je peux faire avec la littérature, qu'est-ce qui a déjà été fait avec elle pour s'en inspirer éventuellement. Et moi, avec ma sensibilité, mon point de vue particulier d'une personne vivant en France au XXIe siècle, qu'est-ce que je peux faire de neuf ou d'un peu différent, parce que je sens que c'est comme ça que j'envisage les choses avec la littérature. Et moi, mon point de vue personnel sur la littérature, c'est que la littérature est une force émancipatrice, libératrice, prométhéenne. J'aime à croire qu'elle l'aide à libérer des énergies créatrices et à aider les individus à affiner leur sensibilité, à se défaire de préjugés, à être plus libres et plus conscients d'eux-mêmes, à les aider à voir le monde de manière sensible, de manière très, très tactile, parce que la plupart des gens, pris par le flot du quotidien, perdent ce contact sensible avec la réalité et le monde, et perdre ce contact sensible avec le langage. Parce que le langage quotidien est un langage très dénaturé, très, très fonctionnel et très appauvri.
le langage littéraire est là pour enrichir ce langage et lui faire dire des choses que la langue commune ne peut plus dire, par habitude, par paresse et par tout plein de choses. Donc voilà, ça c'est un peu mon point de vue personnel. Vous devez vous forger le vôtre, parce que il va vous donner un critère de correction. Et après cette longue introduction hors sujet, j'en arrive au cœur de mon propos de ce soir, qui est la correction d'un manuscrit. Et si vous n'avez pas ce critère de correction, cette étoile polaire, ce phare pour utiliser des clichés, vous allez un peu être perdu au moment de cette étape importante, la production d'un texte. Parce que, hélas, vous ne pouvez pas vous reposer sur un avis extérieur. L'avis extérieur viendra quand vous aurez un éditeur qui daignera vous répondre. Et donc, vous êtes seul face à votre texte, et quand on est dans cette situation-là, vous ne pouvez dépendre que de votre avis pour améliorer, si amélioration il y a, et souvent il y a, votre manuscrit. Parce que durant cette étape de correction, l'intuition seule ne suffit plus. Parce qu'au moment où on écrit, on est plus ou moins en roue libre, on se laisse porter comme ça par le vent de l'inspiration ou que sais-je. Et en fait, l'écriture, ce n'est pas seulement une question d'intuition, ça ne peut pas être que ça. Et il faut beaucoup de métier, beaucoup de rigueur, beaucoup de tact, beaucoup d'expérience aussi. Et c'est pour ça qu'on progresse. Plus on écrit, en général, plus on écrit, plus on s'améliore. Pour transformer le texte initial et l'améliorer, voire le sublimer. Parce que la correction, c'est un peu la ruine ou le sublime. Parce que la correction, c'est un art très, très subtil, très délicat, sans doute plus subtil que l'acte d'écrire même, parce que le moindre changement peut vraiment affecter et avoir des répercussions gigantesques, parce que un livre c'est un tout, une œuvre c'est un tout, et c'est comme ça, tout est lié à l'intérieur d'un texte, et si vous touchez quelque chose, il y aura des répercussions sur le reste. Donc c'est pour ça aussi que je fais cette présentation ce soir, c'est pour vous aider à vous orienter dans ce chaos. En précisant tout d'abord que tous les éditeurs, tous les auteurs ne se corrigent pas ou voire refusent des corrections, et l'édition n'a pas toujours existé. Alors, je vais commencer par la correction. Kerouac, par exemple, refusait de toucher à, on va dire, à la forme originelle de son texte, parce qu'il estimait que le premier jet était le meilleur, et que c'est dans le premier jet de l'écriture qu'on donne toute l'originalité de sa pensée, qu'on restitue vraiment l'aspect chaotique de la pensée, l'aspect vraiment sinueux d'une pensée en train de se formuler, et le fait de vouloir arranger a posteriori cette production vraiment de l'instant, pour lui, ça a tendance à dénaturer le propos, à l'amoindrir, à l'affaiblir, et c'est une tentative de rationalisation a posteriori de choses qui n'ont pas besoin d'être rationalisées. Autre exemple, Stendhal est quelqu'un qui était très doué quand il écrivait comme ça à la diable, dans l'instant et suivant son inspiration, qui était très mauvais pour se corriger, et il a sans doute mieux fait de ne pas se corriger, parce que quand il a essayé, c'était mauvais. Et voilà, il faut aussi savoir là où on est bon, et tant pis si on laisse passer quelques clichés, parce que le mieux est l'ennemi du bien, et si vous voulez trop corriger, vous risquez de saper les qualités de votre texte en même temps. Ginsberg, lui, voulait un rendu de son texte très naturel,
qu'on ait l'impression que, voilà, que c'est un premier jet à la Kerouac, mais en fait, il retravaillait excessivement son texte pour justement, par l'artifice, essayer d'atteindre cet état naturel. Voilà, différentes approches de ce moment-là, différents points de vue. Sur l'édition, il y a énormément aussi de sensibilité qui s'exprime. Nabokov exprimait beaucoup de mépris pour les éditeurs, parce que selon lui, le seul maître à bord, c'était lui, et le seul génie, c'était lui, et l'éditeur est là juste pour lui donner ses droits d'auteur. Et éventuellement émettre un petit changement de virgule quand c'est vraiment, vraiment nécessaire. Mais voilà, c'était Nabokov qui avait le dernier mot. Pour autant, il était très maniaque dans l'écriture. C'est pour ça qu'il écrivait très lentement, un peu à la Flaubert. Flaubert, Nabokov étaient des écrivains qui écrivaient en un an, même pas 100 pages. Et il y a de quoi déprimer quand on est aussi lent, parce que du coup, plus la ligne d'arrivée est loin, et plus on a le temps de se décourager avant de l'atteindre et le temps d'abandonner. Et il faut la résilience et l'obstination et le courage de ces auteurs-là pour mener ce niveau d'exigence aussi longtemps. Et surtout, pour revenir à ma question de est-ce que la correction, est-ce que l'édition sont des étapes facultatives, l'édition historiquement est assez récente comme institution. Ça a commencé à se mettre en place fin du 19e, mais avant, les gens n'en écrivaient pas moins, et avant, les gens n'en écrivaient pas plus mal. Donc voilà, il faut un peu relativiser tout ça, savoir ce que vous pouvez en tirer comme qualité, et ne pas non plus voilà, être trop maniaque sur ce genre de choses. Moi, mon avis, c'est que l'éditeur, enfin, c'est toujours bien d'avoir un point de vue éclairé sur sa production, sur son texte, parce que vous ne pouvez pas tout voir, vous ne pouvez pas être attentif à tout type d'erreur qui peut exister dans votre manuscrit. Et souvent, on manque de recul, surtout quand on débute, surtout quand on est un jeune écrivain. Et c'est pour ça que les éditeurs sont précieux quand ils sont bons. C'est qu'ils permettent de dégrossir un peu quelque chose qui est souvent magmatique quand on commence, et de vous donner des axes de canalisation de votre inspiration pour que ça ressemble à quelque chose. Et moi, ça a été mon cas en tout cas. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous pouvez dépendre que de vous-même pour corriger votre texte. Et je vous conseille de vous méfier de la complaisance de vos proches, parce que ils vous aiment trop pour vous dire que vous écrivez mal, et ils sont sans doute moins éclairés qu'ils ne pensent pour pouvoir le remarquer. Parce que la plupart des gens statistiquement écrivent mal, et si j'en juge par le palmarès des meilleures ventes en France de livres, la plupart des gens ne savent pas lire. Donc voilà, vous ne pouvez pas dépendre d'eux. Méfiez-vous de votre propre complaisance aussi, parce que, surtout quand on commence, on a tendance à être ravi, un peu comme un jeune parent face à son nouveau-né. On est ravi de tout ce qu'on découvre, on est ravi de la sonorité de cette phrase, de la forme de ce mot, de la chute de ce chapitre. Et il y a de fortes chances que ce soit moins bon que ce que vous imaginez. Et c'est pour ça que je parlais de critères de correction tout à l'heure. C'est vous devez douter de vous-même. Pas à tout moment de l'écriture, parce que sinon vous n'écrirez jamais rien. Mais au moment de la correction, vous devez tout mettre en doute, parce que tout est sujet à caution dans un manuscrit, en tout cas quand on commence. Et c'est pour ça que ça demande un certain désintéressement. L'écriture, ça ne parle pas de vous, ça ne parle pas de votre ego, de votre vie. C'est un acte désintéressé de production d'un objet qui, à la fin, doit se détacher de vous pour mener sa vie autonome, trouver des lecteurs et être recréé par l'imagination du lecteur. Donc,
oubliez votre ego, oubliez votre petite satisfaction narcissique d'écrire de jolies phrases qui veulent rien dire et qui sont sans doute remplies de clichés. Et méfiez-vous, voilà, de votre écriture au moment précis de la correction. Et si vous faites ça trop tôt, vous écrirez jamais rien. Donc voilà, séquencez un peu, ayez cette stratégie, cette ruse de séquencer votre esprit critique et de se dire que durant la première étape, vous permettez tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de règles, vous faites plaisir. Et à partir du passage à la correction, c'est l'inverse. Il faut être un peu schizophrène. Et tout ce que vous croyez vrai jusqu'à présent peut se révéler faux. Voilà. Et je ne pense pas qu'on écrive pour plaire à un lecteur, à soi-même, à un éditeur éventuel, parce que c'est réduire un peu la portée du texte. Et je sais bien que la France est une grande nation de courtisans par la tradition qui remonte à l'Ancien Régime, mais vouloir plaire à quelqu'un ou à un groupe en particulier d'individus revient à limiter la portée du texte et revient à ce que ce texte n'ait plus aucune pertinence une fois l'individu ou groupe d'individus mort et oublié depuis longtemps. D'autres personnes vous diraient exactement l'inverse de ce que je suis en train de vous dire, donc voilà, c'est pour vous, et j'en parlerai un peu plus loin, c'est pour vous dire que chacun a son opinion là-dessus. La mienne est la suivante, et je vous laisse vous forger la vôtre propre. Donc, pour des conseils un peu plus précis, on va dire pragmatiques, ne corrigez pas trop tôt. C'est une de mes grandes erreurs constamment renouvelées, et on n'apprend jamais de ces erreurs, visiblement. Parce que écrire de la littérature, c'est un peu comme apprendre à parler une langue étrangère. Si à chaque mot que vous voulez prononcer, vous dites, alors est-ce que j'ai respecté la règle de concordance des temps, est-ce que j'ai bien fait l'accord, est-ce que c'est le bon mot, est-ce que c'est pas un faux ami, vous ne parlerez jamais aucune langue étrangère, et c'est pour ça qu'en France, on est nul en langue étrangère, c'est qu'on a tendance à valoriser la théorie par rapport à la pratique. Et en tout cas, pour la littérature, c'est la pratique qui prime. Vous ne pouvez pas vous dire à chaque fois que vous écrivez, alors attention, là, est-ce que c'est une métaphore ou un cliché? Est-ce que le rythme est bon? À un moment, il faut laisser l'écriture s'autogérer, plus ou moins. Et de toute manière, en fait, vouloir corriger trop tôt, ça crée un effet de myopie. On a tendance à survaloriser les petits défauts ponctuels, une sonorité qui fonctionne mal, dans une subjonctive, un mot qui n'est pas tout à fait juste. Et le problème, c'est une mauvaise compréhension de ce que forme l'unité de souffle d'un texte littéraire, qui n'est rarement le mot et qui est souvent la phrase et, à plus forte raison, le paragraphe. On lit pas, quand on lit pas mot à mot, on lit un ensemble de mots, et souvent on lit même pas, on ne déchiffre même pas les mots, on remarque, on les identifie approximativement à leur forme, et comme ça on a une lecture assez rapide, et cette rapidité est nécessaire. Donc voilà, il faut respecter un peu ce souffle naturel de la phrase, ce rythme naturel de la lecture, et ne pas être comme ça une sorte de taupe très myope avec une loupe à vouloir analyser chaque mot que vous écrivez au moment où vous l'écrivez. Donc ça, c'est très important. Ne soyez pas trop perfectionniste trop tôt, et laissez-vous aller à écrire 1 page, 2 pages, 3 pages, et ensuite éventuellement à revenir dessus. Donc là c'est au moment de l'écriture, et quand vous aurez amassé un certain nombre de pages, viendra le moment de la correction. Mais il vaut mieux laisser reposer entre ces deux moments-là, parce que ce temps d'attente va permettre
de vous vider la tête de votre texte et vous encourager à le redécouvrir au moment où vous allez le relire pour le corriger. Et tout d'un coup, des failles, des fautes, des erreurs évidentes vont le devenir à ce moment-là. Et elles n'étaient pas évidentes avant parce qu'on était trop le nez dessus, on était dans la tranchée en train de s'escrimer à creuser dans la boue pour essayer de retirer quelque chose de valeur. Et c'est à ce moment-là où, avec le temps, avec on va dire, une sorte de vide créé par l'attente, qu'on redécouvre des choses. Et un petit truc aussi, c'est de changer la mise en page au moment où vous allez corriger votre texte, parce qu'un changement de mise en page, de typographie, de police de caractère, va participer de cette redécouverte de votre texte au moment de la relecture. Et moi, c'est comme ça que j'ai compris l'intérêt de cette méthode, c'est en découvrant les épreuves de mon premier roman, donc le manuscrit mis en page. Et là, j'ai découvert beaucoup de problèmes. Et ça a été un long week-end de correction. Je vous recommande de faire ça avant l'envoi chez l'imprimeur et a fortiori chez l'éditeur. Voilà pour cette étape-là. L'élément important de tout travail artistique, c'est qu'on crée surtout par soustraction, par destruction, et il en va de même pour la correction. Parce que c'est beaucoup plus simple, pour moi comme pour vous, de savoir ce qui rend mauvais un texte, que de savoir ce qui l'améliore, ce qui peut l'améliorer ou ce qui le rend bon, littéralement. Donc, mon point de vue, c'est essayer de supprimer le mauvais et prier pour que le bon fonctionne plus ou moins bien. Parce que, par exemple, si quelqu'un avait demandé à Proust de raccourcir ses phrases, est-ce que Proust serait devenu Proust? Sans doute pas. Mais ce qui paraît un défaut dans la plupart des cas est devenu une qualité chez Proust parce qu'il a su transformer ce défaut a priori en qualité littéraire. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on donne des conseils, que ce soit en tant qu'éditeur, en tant que lecteur avisé. On ne sait jamais, on ne mesure jamais tout à fait la portée de ces conseils et la portée de correction, de retouche qu'on peut apporter à un texte littéraire. C'est pour ça que je vous demande d'éviter ou de porter une attention très, très particulière aux effets secondaires de toute correction excessive. C'est un peu comme en médecine, vous prenez des médicaments et tout d'un coup, cette molécule a un effet secondaire sur vous qui n'était pas prévisible. Vous prenez d'autres médicaments pour combattre cet effet secondaire et ainsi de suite. Il y a une cascade de médicaments et d'effets secondaires. Et à la fin, vous n'avez plus un texte, vous avez une sorte de terrain vague ravagé par les obus et ça ressemble à rien. Donc, pour éviter cet effet papillon, voilà, faites le nécessaire, supprimez les clichés, supprimez les explications inutiles, supprimez les choses un peu trop prévisibles, un peu trop j'explique au lecteur parce que j'ai l'impression que c'est un abruti et qu'il ne va pas comprendre ce que je suis en train de lui dire. J'en ai parlé la fois précédente, vous pouvez trouver ça en vidéo sur YouTube. Et si l'enfer est pavé de bonnes intentions, je pense aussi que l'inverse est juste, que le paradis est peut-être pavé de mauvaises intentions. Et donc c'est pour ça que je parlais du défaut a priori des phrases trop longues de Baudelaire, de Proust. Essayez de voir si ce défaut est vraiment un défaut et si vous ne pouvez pas d'une manière originale et inattendue, le transformer en qualité. Et il y a de fortes chances que vous le puissiez. Et souvent, chez un écrivain, dans ses qualités, on compte aussi ses défauts. On compte les accumulations de détails très matériels chez Balzac, par exemple, comme
l'une de ses particularités. Chez Zola, ça peut être ce côté un peu gras, un peu épais de sa prose, qui peut ne pas plaire à tout le monde, mais qui, grâce à son talent, est devenu une forme littéraire, etc. etc. Une autre bonne idée de correction, c'est de séquencer les étapes, parce que pour toute tâche complexe, il y a une subdivision de petites tâches moins complexes, moins rébarbatives et moins pénibles pour celui qui corrige. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est déjà, s'il reste des erreurs, des fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, et il en reste beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer, vu l'état moyen de ce que je peux lire, ce serait bien de commencer par retirer tout ça, parce que ça a tendance à m'énerver, moi, quand je tombe dessus. Ensuite, vous passez aux fautes plus littéraires, les clichés, les explications inutiles, le fait que votre personnage que vous avez tué au chapitre 2 est en vie au chapitre 3, enfin ce genre de choses. Ce serait bien d'améliorer ça aussi. Et faites-le chapitre par chapitre. Ne faites pas toute une séquence de correction des fautes d'orthographe sur tout le roman, ensuite toute une séquence de correction des clichés de tout le roman, et ainsi de suite. Parce que, comme c'est un système complexe, vos corrections vont avoir des conséquences sur la suite de votre histoire. Et si vous remarquez que le personnage qui est mort au chapitre 2 doit rester mort au chapitre 3, il y a de fortes chances que toute la suite de votre histoire va changer. Donc ça ne sert à rien de corriger l'orthographe sur un truc qui est évolutif et qui va sans doute passer à la trappe. Donc chapitre par chapitre, séquence de correction par séquence de correction, et de manière générale du microscopique au macroscopique. Des choses commencées voilà, à l'intérieur d'un chapitre à l'échelle d'un paragraphe, voir si ça fonctionne. Et, parce que souvent, il y a des problèmes de structure dans un manuscrit. Ce n'est pas uniquement des problèmes de style, de clichés, de métaphores boiteuses, de tout ce que vous voulez. C'est aussi une question d'ordonnancement de la matière en un tout cohérent, fonctionnel, avec un début, un milieu, une fin. Et si vous ne passez pas du microscopique au macroscopique, vous risquez de passer à côté de ces problèmes de structure. Et il faut, voilà, une chose à la fois, tranquillement, premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, et progressivement, vous allez voir comment ça évolue, et vous allez bien vous rendre compte que ce chapitre-là n'apporte strictement rien à votre histoire. Là, il y a un moment de mou, parce que vous patinez, vous ne savez pas comment faire évoluer le personnage, et il est exactement le même personnage au début et à la fin du chapitre, et il y a de fortes chances que ça n'intéresse pas vraiment le lecteur de lire 10 pages pour ce résultat-là. Voilà, ce genre de choses. Et une autre bonne chose, même si vous ne pouvez pas compter sur vos proches pour vous apporter un éclairage pertinent sur votre œuvre, la correction par les pairs, je pense que c'est quelque chose de très utile. C'est pour ça que vous devez vous entourer de personnes comme vous, talentueuses, cherchant le talent, ambitieuse, exigeante et bienveillante. Le but, c'est pas non plus un tir croisé de Kalachnikov, mais essayer, parce qu'on est là tous par amour de la littérature et par passion. Et donc, moi, quand je rencontre un texte qui a ses défauts et ses qualités comme tout texte, mon plaisir n'est pas de fusiller son auteur, mais au contraire de l'aider à se débarrasser autant que faire se peut de ses défauts et voir comment les qualités peuvent évoluer et d'une part rester intactes, voire de s'améliorer. Et autre chose importante, savoir quand s'arrêter. Il y a des auteurs très bons pour saper un texte de toute valeur littéraire à force de le retravailler, à force de le corriger. Et à un moment, il faut... Parce qu'à la fin, vous ne voyez plus votre texte. C'est l'effet de loupe. Vous ne voyez que des mots qui se suivent et qui ne forment plus de phrases, qui ne forment plus de paragraphes, qui ne forment plus de chapitres.
et c'est le moment d'arrêter, de passer à autre chose, soit d'attendre, de laisser reposer, de revenir dessus, la tête reposée, une semaine après, 15 jours après, un mois après, soit vous écrivez autre chose en attendant, enfin voilà. Ça sert à rien de s'acharner dessus de manière stérile. Et parce qu'à un moment, l'obstination sape un peu le plaisir d'écrire et sape l'enthousiasme que vous avez au début, qu'on a tous au début en se lançant dans une histoire, dans un projet d'écriture, parce que c'est neuf, parce que c'est frais, parce que c'est encore une terre vierge à explorer. Et à la fin, vous labourez toujours le même sillon et vous épuisez en fait jusqu'à émousser la charrue et à faire plus rien de bon. Donc voilà, il faut à un moment avouer sa défaite, passer à autre chose éventuellement ou attendre avant faire comment on appelle ça en jargon militaire, faire une retraite, voilà, avant de contre-attaquer quand vous aurez reconstitué vos forces. Voilà. Et je vais un peu dévier du sujet strictement parler de la correction, puisqu'il y a un autre sujet qui est immédiatement connexe, qui est le sujet de l'édition, pas au sens de publication, mais vraiment au sens d'édition de texte, par un regard froid, analytique, extérieur, qui n'a aucun état d'âme pour votre petit ressenti d'auteur narcissique et content de sa prose. Et là aussi, il y a beaucoup de pratiques, parfois divergentes, qu'il est bon d'analyser. Pour moi, un bon éditeur, c'est quelqu'un qui accélère un auteur et qui lui fait se rendre compte de tout un tas de faiblesses de son manuscrit sans avoir à le lui dire de manière frontale et très, très froide, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Essayez en fait de lui faire croire que les bonnes idées que vous avez en tant qu'éditeur, c'est lui qui les a eues à votre place. Et c'est un art très délicat, ça demande beaucoup de tact, et peu d'éditeurs, hélas, ont ce tact et cette patience. Un grand éditeur, l'un des grands éditeurs du XXe siècle, qui est Maxwell Perkins, qui est l'éditeur d'Hemingway, de Fitzgerald, de Thomas Wolfe, avait cette vision de l'éditeur comme un libérateur d'énergie. Et il avait vraiment une vision très, très humble de son métier, presque une vision artisanale, qu'il était là pour limiter la casse en fait et être dans une sorte de maïeutique, un accoucheur de talent, essayer, autant que faire se peut, d'aider l'auteur à donner le meilleur de lui-même. Il avait une autre manière de dire les choses, c'est que l'auteur est à son meilleur quand ça vient de lui. En fait. Ça ne sert à rien de vouloir lui imposer sa vision de la littérature, parce que si l'auteur n'y croit pas, tout ce que vous essayez de lui greffer ne prendra pas, il y aura un rejet de greffe. Et c'est pour ça qu'il faut... un éditeur n'est pas un créateur, c'est pour ça qu'il dit qu'il ne crée rien, c'est plus un accoucheur qu'autre chose. Et une vision diamétralement opposée, c'est celle de Gordon Lish, qui est un autre grand éditeur américain du XXe siècle, qui est la personne qui a fait de Raymond Carver ce qui est devenu, à savoir des nouvelles très minimalistes, très sèches, un style très elliptique. Et ce que n'était pas Carver avant de rencontrer Gordon Lish. Et en fait, Gordon Lish a coupé à la hache dans ses manuscrits, a réécrit certains passages, changé les prénoms de personnages, et c'est ce que j'appelle des abus de réécriture. Parce qu'à un moment, les nouvelles de Raymond Carver lui appartenaient plus, et Gordon Lish l'avoue lui-même dans une interview, il se servait de ce qu'il appelle la gadoue, la neige fondue, qui est ce ramassis manuscrit que tout éditeur reçoit tous les jours sur son bureau, et il servait de ce matériau brut pour forger une littérature
selon sa propre vision littéraire. Et c'est là, à mon sens, où il sort de son métier d'éditeur et il fait autre chose, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Parce que le but n'est pas, à partir de manuscrits qui ne sont pas de vous, d'imposer votre vision de la littérature, mais plutôt d'aider un auteur à imposer sa vision de la littérature. Ce n'est pas du tout la même chose. Et en plus, il avait ce côté un peu gourou de l'écriture créative. Il donnait des cours à l'université ou des cours payants ailleurs. Et il était très dans le trip, dans l'ego trip, je suis le maître, écoutez la bonne parole, prosternez-vous. Il savait beaucoup jouer de son pouvoir, de son charisme, et surtout de sa position de professeur par rapport à des étudiantes inexpérimentées et admiratives. Et il aimait bien les inviter à prendre de manière un peu trop littérale l'expression se mettre à nu en tant qu'écrivain. Et voilà, il y avait un certain nombre de conflits d'intérêts, on va dire, qui sont un peu bizarres. On appellerait ça aujourd'hui une sorte de pervers narcissique, sans doute. Enfin bon. Donc, pour résumer, en 3 points. Essayez de vous forger une esthétique. Bien sûr, ça ne va pas venir dès le début. C'est quelque chose qui va évoluer en même temps que vous. Et peut-être que ce que vous pensiez être la littérature en vous lançant ne sera pas la même chose après plusieurs livres. Ne vous prenez pas trop la tête en écrivant, ce que j'appelle écrire à diable. Mettez de côté cet empêcheur de tourner en rond très, très analytique, très rationnel qu'on peut avoir en écrivant. Parce que le but, c'est de produire quelque chose. Donc si vous n'arrivez pas à écrire parce que vous dites attention, le rythme, les clichés, tout ça, vous ne pouvez pas écrire en vous regardant dans le miroir en train d'écrire. Il faut à un moment s'oublier un peu et se laisser aller. C'est pour ça que l'un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, c'est détendez-vous. C'est bête, mais c'est comme ça. Quelqu'un qui est trop tendu, trop dans la recherche de la bonne écriture ou d'effets trop littéraires, à la fin, il fait quelque chose de moins senti, voire un peu artificiel, et c'est pas bon. Et dernièrement, corriger par soustraction, c'est plus simple de supprimer ce qui convient pas que d'essayer, dans une tentative plus ou moins désespérée, de combler les défauts en ajoutant des choses par ailleurs. Parce que souvent ce que je remarque chez certains, c'est une tentative d'expansion latérale sans construction en profondeur, sans travail de la densité, de la profondeur et des strates de sens qu'un vrai texte littéraire doit avoir pour survivre et supporter l'érosion du temps. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Certaines corrections supposent, et c'est surtout des corrections de structure, d'histoire, on va dire de narration, suppose que vous ayez une idée précise, ou un tant soit peu, de la fin pour pouvoir un peu harmoniser les choses et fluidifier le passage du début à la fin. C'est dans ce cas-là, continuez à écrire jusqu'à ce que vous trouviez la fin. En général, moi, j'ai une vague idée du début, j'ai une vague idée de la fin. Je ne sais pas trop comment ça se passe au milieu, et c'est pour ça qu'on écrit, c'est pour découvrir comment ça se passe au milieu. Oui, vous ne pouvez pas régler tout le temps dès le départ, et il faut savoir être patient. Voilà, schizophrène et patient. Voilà, une autre question. Oui ? Ce personnage de la peste, si je me souviens bien, cherche la première phrase jusqu'à ce qu'il trouve la bonne première phrase idéale de laquelle tout le reste de son livre va couler de manière
quasi immédiate, comme dans un rêve d'écrivain. C'est rarement comme ça que ça se passe dans la réalité. Mais oui, il y a. Alors peut-être, ce sera peut-être pas la première phrase, parce qu'on a une fixette sur les premières phrases de romans qui sont rarement les plus intéressantes, parce que c'est là où vous posez le décor et c'est pas là où l'intérêt profond du texte se manifeste en général. Mais en effet, il y a, à défaut de première phrase, il y a, on va dire, une sorte de sens profond de votre livre, que ce soit un essai ou un roman, qu'on peut synthétiser en une phrase. Si vous deviez, si de votre livre, il devait rester qu'une phrase, laquelle serait-elle, et de cette phrase c'est comme si c'était une sorte d'origami complètement plié, et en le dépliant, on découvre plein de choses. Et je pense que dans ce sens-là, c'est en effet une image très juste. Après, c'est pas forcément la première phrase, je pense. Oui. Oui, bah c'est aussi l'histoire de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu, qui raconte l'histoire d'un peintre qui cherche à faire un tableau parfait. Et il passe toute sa vie à le faire en refusant que quiconque puisse approcher son chef-d'œuvre. À la fin, il meurt et on retrouve dans ses affaires une sorte de vague croquis affreux d'un pied ou d'une main, je ne sais plus. Et c'est ce que je disais, savoir s'arrêter dans les corrections et ne passer à autre chose ou passer à la suite. C'est qu'à force de corriger, ça ressemble à rien. Ça ressemble à du Jackson Pollock, mais c'est pas ce qu'il voulait faire. Donc voilà, il faut savoir un peu se juguler et garder en tête que le but, c'est pas forcément de faire une phrase parfaite à tous les coups. Un roman, c'est rarement ça. Une poésie peut-être, mais le but, c'est de faire un livre qui se tient. En tout cas, un livre qui est lisible et qui va être publié. Parce que si c'est votre premier livre, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas parfait, et c'est normal, ça fait partie du jeu, ça fait partie du charme des premiers livres. Il faut voir grand et être ambitieux, mais savoir commencer petit et se dire que les regrets qu'on peut avoir par rapport à un premier texte seront les ferments, l'écriture du suivant et ainsi de suite. C'est une sorte d'insatisfaction perpétuelle, constamment reconduite, qui est aussi là pour vous tenir éveillé et motivé et ambitieux. Parce que si vous écrivez un chef-d'œuvre du premier coup, il ne reste plus grand-chose. À part d'autres chefs-d'œuvre, mais réitérer l'exploit du chef-d'œuvre, peut être en soi décourageant. Bon, Shakespeare a réussi très bien, mais tout le monde n'est pas Shakespeare, hélas. D'autres questions, des avis? Oui. Non, pas de souci. Non. Alors, est-ce qu'un écrivain est bon en orthographe? Non. Fitzgerald était en plus sans doute dyslexique et a souffert au début de sa carrière d'une perception très méprisante de ses écrits, parce que Maxwell Perkins, son éditeur, lui-même n'était pas très bon en orthographe et s'en foutait un peu. Ce qui l'intéressait, c'était l'étape au-dessus, qui est la littérature. Et donc, il laissait passer des impropriétés de langage, comme on appelle ça pudiquement, et qui ont été corrigées par la suite par d'autres éditeurs. Donc, c'est pas forcément quelque chose de rédhibitoire pour un écrivain d'avoir ce qu'on appelle une mauvaise orthographe. Alors déjà, ça se soigne. Il suffit d'un peu de bonne volonté et d'opiniâtreté pour déjà reconnaître là où on est mauvais, sur quelle règle de grammaire ou que sais-je, ou quel mot qu'on orthographie toujours de la même façon, de manière abusive, et ensuite, par la répétition, se corriger. Truman Capote avait, alors c'était pas aussi terrible
que Fitzgerald, mais il avait certains mots sur lesquels il a chopé, je ne me souviens plus lesquels, mais quand on lit sa correspondance, on remarque qu'il y a toujours des occurrences comme ça, de dédoublement de consonnes qu'il ne fait pas, ou inversement. Enfin, voilà, chacun a sa propre manière de manipuler les mots, et si c'est pas tout à fait académique comme langue, c'est pas grave. Casanova, par exemple, est peut-être le pire écrivain de langue française, parce qu'il écrivait un français matiné d'italianisme, qui n'était même pas de l'italien, parce qu'il était vénitien. Et c'était matiné de tournures de phrases vénitiennes. Enfin, parfois, ça rend quelque chose d'intéressant dans la sonorité des phrases. Parfois, c'est un peu moins. Il y a des tournures de phrases qui passent moins d'une langue à l'autre. Mais du coup, quand on lit en 2016, c'est souvent plus intéressant qu'une langue plus classique et plus respectueuse du français de l'époque, parce que c'est original, parce qu'il y a quelque chose qui fait passer de lui et de sa sensibilité à travers ces défauts de langage. Et puis dès qu'il parle de femmes, tout s'illumine et on oublie tout à la fin. C'est pas grave. Voilà. Comment maintenir la créativité ? En tout cas pour la littérature, en fait, ça passe surtout par la curiosité finalement. En lisant énormément, en essayant de démonter ce que vous lisez pour comprendre comment ça fonctionne, essayer de voir. Souvent, une lecture laisse un arrière-goût d'insatisfaction à un bon écrivain, parce que lui, il le lit comme si c'était lui qui l'avait écrit, il voit toutes les choses qu'il aurait faites différemment. Et s'il lit des mauvais livres, c'est encore mieux, parce que souvent le mauvais livre est assez inexistant en termes de sens, de matière, de profondeur. Et donc, du coup, il peut. Et c'est là où les cinéastes sont bons en adaptant de mauvais livres, parce que souvent, à part Le Guépard, à part Le Temps retrouvé, souvent, ce n'est pas des chefs-d'œuvre qui sont adaptés au cinéma. Et les mauvais livres se prêtent assez bien aux adaptations au cinéma, parce qu'ils gardent à peu près le canevas narratif de l'intrigue qui suffit ensuite au réalisateur de cadre pour faire ce qu'il a à faire, à savoir faire son propre truc, et pas essayer servilement de recopier mot pour mot le texte. Donc voilà, curiosité, esprit de contradiction aussi. C'est pas parce qu'un livre est publié qu'il est forcément bon, hein, loin s'en faut. Et c'est en ayant ce regard un peu de côté, voire de travers, qu'on a cet esprit un peu pugnace qu'ont les bons écrivains à trouver que tout ce qui est écrit, à part ce qu'ils écrivent eux-mêmes, c'est de la merde. Et ça fait partie du jeu, parce que à partir du moment, et j'en arrive à la deuxième partie de votre question, à partir du moment où un écrivain a une esthétique forte, une esthétique littéraire forte, il y a des incompatibilités de tempérament, de sensibilité, de nature entre les écrivains, et c'est pour ça que j'arriverai jamais à apprécier Houellebecq, et c'est pour ça que je sais pas, ce qui serait intéressant serait de comparer deux bons écrivains complètement allergiques l'un à l'autre, ce qui arrive sans doute. Gide n'aimait pas beaucoup Rémy Le Gourmont, n'aimait pas beaucoup au départ Proust, parce qu'il le trouvait un peu snob, ce genre de choses. Virginia Woolf n'a pas édité Ulysse de Joyce, parce qu'il le trouvait un peu long par moments, ce genre de choses. Ou peut-être parce qu'elle suspectait que c'était un des grands génies de son temps avec elle, qu'elle ne voulait pas de concurrence, je ne sais pas. Donc il faut. Cette part de partialité et de subjectivité littéraire est un bon indice que vous avez atteint une forme d'esthétique assumée. Il faut vraiment assumer ses goûts littéraires et dire que ça c'est de la merde à votre sens, et ça c'est un chef-d'œuvre. Oui. Est-ce qu'il faut lire à haute voix? Lire à haute voix, ses propres textes.
Oui, ben, il y a l'image de Flaubert dans son gueuloir, déclamant chaque ligne de son texte pour être sûr que ça sonne bien. Euh, Pas forcément à haute voix, mais moi, j'attache beaucoup d'importance, voilà, à la musicalité des phrases, et je le fais très bien dans ma tête sans, sans embêter mes voisins. Mais oui, oui, mais en effet, c'est cet aspect de la correction, j'en ai pas parlé, j'aurais dû, qui est la correction à l'oreille, que ce soit intérieure ou littérale, est importante parce que la littérature, c'est des images, mais aussi une musique, un rythme, une manière d'enchaîner les phrases qui ne soient pas monotones et réverbatives. Et voilà. Une dernière question pour la route. Profitez-en. Non? Oui? La différence entre un roman et un essai, d'un point de vue littéraire, il n'y en a pas. Si vous écrivez mal, ce sera un mauvais livre. C'est Oui, il y a cet aspect fiction-non-fiction. Un roman raconte une histoire, mais comme maintenant tout est mis sous l'étiquette roman, on ne sait plus trop ce que c'est un roman, on n'a jamais vraiment su ce que c'était un roman. Mais en général, un roman raconte une histoire avec un début, un milieu, une fin, des personnages plus ou moins fictifs. Un essai, quant à lui, est là pour exprimer un point de vue argumenté sur n'importe quoi. Par exemple, si c'est un essai si j'écris un essai sur Balzac, mettons, j'essaye par l'imagination de me mettre à sa place et de comprendre comment il écrit et en quoi son œuvre nous permet de mieux comprendre sa vie, ou inversement si vous préférez. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soit un roman, une fiction ou un essai, une non-fiction, les mécanismes de base sont les mêmes. Vous faites appel à votre imagination, à la logique, et que ce soit un personnage ou une personne, vous vous demandez comment il réagit à son contexte, à son environnement, et quelle est la suite, quoi, en fait. La suite de l'histoire dans le cas d'une fiction, ou le développement logique d'une tentative de compréhension d'une personne ayant vécu il y a très longtemps. Voilà, mais de manière générale, je trouve que ces étiquettes sont un peu, dans certains cas, forcées, parce qu'il y a plein de livres un peu hybrides qui mélangent les deux et qui ne sont pas plus mal et qui sont parfois très intéressants. Donc, il ne faut pas trop s'embêter avec les étiquettes. Et après, c'est la promotion, c'est l'éditeur qui va dire que c'est un roman, qui va dire que c'est un essai, qui va dire que c'est une autobiographie ou une autofiction, que sais-je. Vous embêtez pas avec ces étiquettes et votre job, c'est juste de bien écrire et c'est tout. Voilà, bon, bah, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois.